Bienvenue dans cette vidéo qui est la deuxième d'une série de 4 vidéos que je propose sur la démocratie. Dans cette série, je me base sur des travaux de Condorcet pour partager des informations importantes et souvent méconnues à propos de la démocratie. Cette seconde vidéo pose la question de savoir comment augmenter la démocratie. Cette vidéo ne donne pas de réponse définitive et exhaustive, mais elle propose seulement et simplement un début de piste de réponse provisoire et perfectible. Il ne s'agit donc pas de clôturer la question, mais de l'ouvrir pour stimuler la réflexion, la discussion et l'action. Augmenter la démocratie, c'est la rendre plus forte et donc plus difficile à détruire. L'histoire prouve que la démocratie est toujours en danger, elle n'est jamais assurée de sa pérennité. L'enjeu principal et direct d'augmenter et de renforcer la démocratie, c'est le contenu de nos droits et de nos devoirs qui peut changer complètement selon que le système politique du lieu où nous vivons est un système plutôt démocratique ou plutôt antidémocratique. L'enjeu, c'est aussi le contenu des droits et des devoirs des générations futures qui hériteront de nos choix actuels en faveur ou en défaveur de la démocratie. À son époque, Condorcet avait proposé une combinaison de démocratie directe et représentative qui va au-delà de ce que sont actuellement au XXIe siècle toutes les démocraties existantes. La démocratie suisse s'inspire en partie des idées de Condorcet, mais seulement en partie. Le système politique suisse reste donc encore en deçà de ce que Condorcet avait proposé. Je vais expliquer comment il est possible aujourd'hui d'adapter certaines propositions de Condorcet pour augmenter la démocratie encore plus en tenant compte des outils technologiques dont nous pouvons disposer au XXIe siècle et que Condorcet, lui, ne pouvait pas encore anticiper à son époque. Les savoir-faire en informatique permettent aujourd'hui facilement de créer toutes sortes d'applications interactives disponibles sur un téléphone portable, et ces applications peuvent aussi avoir des versions pour ordinateur. Une application téléphonique peut être cryptée pour assurer l'anonymat de l'utilisateur. Par exemple, avec une application, on peut interagir sur un registre numérique avec une clé informatique dont un versant est privé et l'autre versant est public. En même temps, le code informatique de l'application et du registre peuvent être entièrement publics, ouverts et décentralisés, donc vérifiables par n'importe qui, ce qui empêche qu'ils soient modifiés abusivement, puisque toute tentative de modification abusive serait immédiatement repérée. On pourrait donc aujourd'hui créer une application interactive sécurisée dont disposerait chaque individu pour émettre par écrit une proposition législative nationale pour un pays de plusieurs millions de citoyens et de citoyennes. Par exemple, il peut s'agir d'une proposition d'ajout d'une nouvelle loi ou de modification ou de retrait d'une loi déjà existante. Lorsque l'individu envoie sa proposition sur l'application, cette proposition serait alors placée dans une liste provisoire en attente de validation. Par exemple, s'il y a 500 propositions en attente de validation, elles seraient classées par l'ordre chronologique d'arrivée dans cette liste, et chaque proposition serait ainsi indiquée sur la liste par son numéro d'arrivée, donc de 1 jusqu'à 500. Le contenu de la proposition ne serait pas visible publiquement. Pour le voir et le valider, il faudrait un code secret que seul l'individu à l'initiative de la proposition possède et que seul cet individu peut transmettre à d'autres citoyens et citoyennes. Pour que la proposition soit validée, il faudrait ainsi qu'elle soit validée par 30 autres individus. Lorsque quelqu'un possède le code de validation d'une proposition et qu'il accède au contenu de la proposition, la question qui lui est posée sur l'application n'est pas de savoir si la proposition mérite d'être acceptée ou pas, mais c'est de savoir si la proposition
mérite d'être débattue ou pas au niveau national. Chaque proposition ne peut rester dans la liste provisoire de validation que pendant une durée de 3 jours. Si elle n'a pas réuni au moins 30 validations durant cette période, alors elle est automatiquement retirée de la liste pour faire de la place à d'autres nouvelles propositions. Donc, ce processus oblige nécessairement l'individu à l'initiative de la proposition à faire lui-même un effort préalable vis-à-vis de plusieurs dizaines d'autres individus pour leur communiquer son initiative, déjà en discuter avec eux et avoir des soutiens et des critiques pour éventuellement reformuler sa proposition avant de l'envoyer sur l'application. C'est donc un premier filtre qualitatif, un premier tri. Pour renforcer l'efficacité de ce premier filtre, il serait envisageable que les 30 individus qui valident la proposition soient différents à chaque fois qu'un même individu envoie une nouvelle proposition dans la liste provisoire de validation. On peut exiger que les 30 individus validateurs soient tous différents à chaque fois, ou bien que seulement une partie d'entre eux soit différente. Si la proposition a bien reçu les 30 validations au bout des 3 jours, alors l'application envoie automatiquement la proposition vers un panel aléatoire de 1000 individus. Et cette fois, ces citoyens et ces citoyennes qui sont tirés au sort ont directement accès au contenu de la proposition sur l'application. La question qui leur est posée, de nouveau, ce n'est pas de savoir si la proposition mérite d'être acceptée ou pas, mais c'est de savoir si la proposition mérite d'être débattue ou pas au niveau national. Les individus peuvent avoir par exemple 2 semaines pour y réfléchir et répondre. C'est donc un second filtre, un second tri. Ce second processus de filtrage peut se faire simultanément pour plusieurs centaines de propositions, puisque chaque panel aléatoire consulté est différent pour chaque proposition. Donc, imaginons qu'il faille au moins 600 réponses positives pour que la proposition traverse le second filtre. Si c'est le cas, alors la proposition est publiée officiellement sur l'application dans une liste de propositions qui passe en phase de délibération. Et en même temps, cela signifie que la proposition est alors transmise à une assemblée locale d'une centaine de citoyens et de citoyennes qui se rassemblent physiquement et qui sont élus et payés pour ce travail politique, comme le sont actuellement les membres des conseils communaux et municipaux. Il faut qu'il y ait une multitude d'assemblées de ce genre dans tout le pays, par exemple au moins une assemblée locale dans chaque grande ville. L'exemple affiché à l'image est celui de la France, mais cela vaut pour n'importe quel autre pays. Les assemblées locales travaillent simultanément sur des propositions législatives différentes et non pas sur les mêmes propositions. Condorcet a proposé de mettre en place quelque chose d'à peu près semblable et qu'il appelle des assemblées primaires. Et je reprends ce terme pratique à utiliser. Condorcet donne des détails dont on peut s'inspirer pour le fonctionnement concret de ces assemblées primaires, car il faut évidemment que les élus soient accompagnés par des équipes de greffiers et de magistrats pour la gestion administrative. La centaine d'élus, membres de chaque assemblée primaire, n'est donc pas tirée au sort, car ces représentants doivent vouloir et pouvoir se réunir physiquement sans anonymat. Ils se portent donc candidats et sont élus par la population. L'Assemblée primaire est chargée de discuter et de débattre de la proposition législative pour parvenir à la meilleure formulation possible de cette proposition, mais l'Assemblée primaire n'a pas le pouvoir de décider si la proposition doit être acceptée ou pas. L'Assemblée primaire a uniquement la fonction de chercher la formulation la plus raisonnable et la plus juste qui correspond à la proposition initiale. C'est donc un troisième filtre.
Le rôle de l'assemblée primaire correspond ainsi en partie au rôle de la boulée dans l'Athènes de Périclès, et ce rôle correspond aussi à celui des conseils d'État, comme en France et en Belgique par exemple. Il s'agit d'une assemblée réduite qui améliore la proposition initiale avant de la soumettre ensuite à une autre instance qui pourra encore délibérer. L'individu qui est à l'initiative de la proposition, ainsi que n'importe quel autre individu, expert ou non, peut demander d'être entendu physiquement en présentiel par l'assemblée primaire. Il peut aussi envoyer un écrit ou un enregistrement sonore ou vidéo afin de communiquer un commentaire, une critique, une idée d'amendement, etc. Le rôle de l'assemblée primaire se limite à perfectionner la proposition initiale à l'aide des conseils et des remarques récoltées. Lorsque une proposition finale est prête, elle est soumise à l'individu qui était à son initiative. Celui-ci doit indiquer si il valide ou pas le résultat obtenu par l'assemblée, et il peut éventuellement expliquer aussi pourquoi par écrit. Ces informations accompagnent alors la proposition, qui est envoyée par l'application vers un panel aléatoire de 100 000 citoyens et citoyennes durant, par exemple, 30 jours. La question qui leur est posée cette fois est de savoir si cette proposition doit soit être définitivement écartée, soit être soumise à la délibération d'une assemblée nationale, soit être directement soumise à un référendum national auquel tous les citoyens et toutes les citoyennes du pays participent. Le référendum national s'effectue via l'application interactive sur laquelle chaque citoyen et citoyenne voit quelles sont les propositions pour lesquelles un vote national est en cours. Le délai pour voter peut être de plusieurs jours ou de plusieurs semaines pour laisser à chaque citoyen et citoyenne assez de temps pour réfléchir et discuter librement avec d'autres individus. Le référendum national serait ainsi le processus final par lequel une proposition législative est définitivement adoptée ou rejetée par le peuple entier composé de plusieurs millions de citoyens et de citoyennes. Contrairement aux assemblées primaires, qui sont multiples, l'Assemblée nationale serait unique. Cependant, leur rôle serait identique. Elles ont pour rôle uniquement de discuter, de débattre et de délibérer pour améliorer la proposition, y compris avec des intervenants extérieurs, mais il ne s'agit pas de décider si la proposition doit être adoptée ou écartée. Au terme des travaux de l'Assemblée nationale, la proposition est automatiquement soumise à un référendum national. Il existe déjà aujourd'hui des programmes informatiques, des logiciels et des applications qui pourraient être utilisés comme des bases de départ technologiques à combiner et à améliorer pour construire une infrastructure technologique sécurisée et performante qui pourrait servir à augmenter qualitativement la démocratie à grande échelle. Cette vidéo se termine ici. Merci beaucoup pour votre attention. Si cette vidéo vous a intéressé, merci de la promouvoir, de la diffuser et d'en parler autour de vous. À bientôt pour une prochaine vidéo.